Alors, Aymeric, vous êtes le cofondateur de l'entreprise Illicit Plant qui a été créée il y a 5 ans maintenant. Vous allez nous expliquer le principe de votre solution, son potentiel, quelles sont les espèces visées et ses développements prévus. C'est très intéressant que vous interveniez juste après Bruno Reinhofer parce que vous avez une filiale au Brésil et on verra un petit peu le pendant entre les deux ou quel regard vous portez sur le Brésil. Mais pour commencer, avant même de parler de la solution, je voudrais qu'on parle de vous. Parce que vous êtes agriculteur à Vilhoneur, c'est à l'est de la Charente, à 30 minutes d'Angoulême, sur une exploitation qui fait 860 hectares, exploitation en grande culture. Vous faites beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous produisez justement? Alors tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à cette réunion qui est impressionnante par le nombre de personnes, par la pertinence des intervenants. Donc merci beaucoup de nous laisser une place, la famille Horsch, merci beaucoup. Et là, on a un petit défi quand même, c'est qu'on a eu beaucoup de présentations, ça a été passionnant, ça a été un peu délicat avec la traduction. Donc j'espère que vous allez vous réveiller et qu'on ne va pas vous endormir complètement avant le repas. Donc c'est un vrai défi. Alors, agriculteur, voilà, moi je suis agriculteur à l'est de la Charente. Alors ça ressemble un petit peu à ce que vous connaissez ici, hein. Je suis dans des argilo-calcaires superficiels. C'est toute cette zone intermédiaire qui part de la Lorraine en passant par donc le sud de la Champagne-Ardenne, nord de la Bourgogne, et qui arrive en Champagne-Berrichonne et qui finit dans le Poitou-Charentes. Donc nous, on appelle ça les terres de Groix, terres qui sont marquées par souvent du déficit hydrique et limitent les potentiels de rendement de ce fait. Et vous avez une véritable histoire avec la sécheresse. Oui, alors c'est cocasse. Alors pour les plus anciens d'entre vous, je ne sais pas si vous connaissez ces dates du XXe siècle, mais mon grand-père est né en 1921, c'est la principale sécheresse du XXe siècle. Ma mère est née en 49, c'est les 3 années de sécheresse post-guerre 47, 48, 49. Moi, je suis né en 76, ça normalement tout le monde se souvient de 76. Et mon fils est né en 2005. Pour ceux qui connaissent 2005, ça a été une grosse année de sécheresse. Voilà, donc on est marqué par le manque d'eau dans la famille. Ça, c'est votre mythologie personnelle, en fait, c'est qu'il y a des sécheresses très souvent, finalement. Alors, elles sont fréquentes dans nos sols parce que c'est tous les ans qu'on a forcément une période de manque d'eau. Parce qu'il faut distinguer les sécheresses climatiques importantes, comme on a cette année, de manque d'eau ponctuels qui peuvent impacter les rendements. Donc moi, mon quotidien, et chaque année, j'ai du manque d'eau sur toutes les cultures. Donc sur les 860 hectares, il y a 200 hectares qui sont irrigués. Et ma problématique est d'une part sur l'accès à l'eau sur cette partie irriguée, et d'autre part sur les 660 hectares qui ne sont pas irrigués, où en argilo-calcaire, j'ai des difficultés de rendement dans toutes les cultures. Parce qu'on n'a pas cité les cultures, mais donc on fait colza, blé, orge, ce que vous connaissez très bien ici. Et sinon, on fait tournesol, maïs popcorn, soja, millet et lin oléagineux. Alors, vous travaillez sur le sujet du stress hydrique. J'imagine que vous connaissez la définition, mais c'est intéressant de le repréciser. Hein. C'est une plante qui est en situation où elle perd plus d'eau par transpiration qu'elle n'en absorbe. Concrètement, quelles sont les conséquences? Alors, voilà, pour être très clair de ce qu'on appelle le stress hydrique, on a une réserve facilement utilisable, vous connaissez tous, et à un moment donné, cette réserve n'est plus suffisante pour alimenter la plante, on arrive au point de flétrissement, et à partir du moment où on a quelques jours sous le point de flétrissement, on commence à impacter le rendement, et selon la période de développement végétatif de la plante où on a ce manque d'eau, on va avoir un impact sur le rendement plus ou moins fort. Donc en maïs, typiquement, c'est entre la floraison et le seuil limite d'amortissement des grains, qui se situe à peu près 3 semaines après la floraison, qu'on a une période extrêmement sensible où on peut perdre jusqu'à 1,4 quintaux par jour de stress hydrique, de manque d'eau. Qui est concerné aujourd'hui par le stress hydrique, au-delà de la sécheresse ou des éléments vraiment des pics de chaleur? Alors évidemment, si on prend 2022, en France, je dirais tout le monde, mais globalement, ce qu'on observe au travers des résultats qu'on a, c'est qu'il y a énormément de régions du monde où il y a un déficit hydrique à un moment donné ou à un autre du développement de la culture, y compris au Brésil où on a notre filiale. Alors, on est dans le Paraná, mais on est plus au sud, je pense, que la ferme, où on a des vraies difficultés, y compris dans le Rio Grande do Sul, qui est encore l'État plus au sud que le Paraná, des vraies difficultés d'alimentation en eau. Sur le Mato Grosso, qui est un État plus au nord, plus alimenté en eau, c'est sur la 2e saison. Vous avez vu qu'il y a 2 saisons par an. C'est la 2e saison qui a souvent du déficit hydrique. Et là, ils produisent du maïs à cette période-là. Et on a des essais en Ukraine et aux États-Unis. En Ukraine, ils ont plutôt beaucoup d'eau cette année, mais il y a quand même eu des petites périodes où même le tournesol a manqué d'eau dans les terres de Tchernosium. Et aux États-Unis, sur Kansas, Nebraska, Missouri, là, ils ont des sécheresses assez marquées.
Alors, vous, votre solution, c'est d'éviter l'irrigation, si possible, et vous avez trouvé une autre solution, mise au point avec deux associés, un investisseur et un chercheur, et vous avez travaillé un procédé naturel. Où est-ce que vous êtes allé le chercher? Donc, en fait, à l'origine, on avait repéré qu'il y avait des produits de la cosmétique qui utilisaient les phytostérols, et la bibliographie montrait que les phytostérols avaient un intérêt dans l'adaptation physiologique des plantes. Donc l'idée que nous avons eue, c'est d'essayer d'utiliser ces phytostérols et les travaux de la cosmétique pour essayer d'introduire les phytostérols dans la plante au moment où on a besoin d'une adaptation physiologique. Et donc ce que l'on a recherché, c'est notamment la fermeture des stomates, qui sont les pores de l'épiderme de la plante, donc par là où elle transpire. Donc on a cherché à les fermer et à stimuler la croissance racinaire. Et on a constaté que dans la bibliographie, effectivement, il y avait des phytostérols, donc le bêta-stérol et le stigmastérol, qui étaient responsables de ce message dans la plante. Donc les stérols, pour faire simple, il y en a un que vous connaissez très bien, c'est le cholestérol, et la plante a le même type de molécules, mais simplement comme c'est pour les plantes, on met phyto devant, phytostérol, et donc c'est des composés de la membrane cellulaire des plantes qui sont responsables de messages qui diffusent dans la plante via souvent par des hormones, pour modifier la physiologie et l'adapter au contexte dans lequel elle est. Donc c'était ça l'idée de base. Toute la difficulté, c'était d'introduire ces phytostérols dans la plante et de savoir lesquels, quel mélange de phytostérols et à quel moment le faire. Et là, l'avantage d'être sur la ferme, c'est qu'on a tout de suite été en condition réel agriculteur, et je voulais surtout pas, moi, m'associer à un produit de labo qui n'aurait pas marché après, une fois mis dans le champ. Parce que le principe, c'est que donc vous êtes sur votre ferme, sur votre exploitation, et vous avez installé le laboratoire de l'entreprise sur l'exploitation pour faire de l'expérimentation. Et aujourd'hui, vous êtes une cinquantaine de personnes à travailler. Voilà, on est 54 dans l'entreprise. Il y a 25 personnes sur le site de la ferme qui sont donc en R&D. Et en fait, on est exactement l'inverse de ce que font habituellement les entreprises comme la nôtre. Habituellement, ça vient d'un laboratoire. Ce laboratoire développe quelque chose d'intéressant à partir d'une idée et finit par le mettre en champ. Nous, c'est exactement le contraire. On commence par mettre en champ, on voit ce qui marche pas, et ensuite, on essaie de comprendre pourquoi ça marche et ça ne marche pas avec le laboratoire de biologie que nous avons. Et une fois qu'on a compris, on formule le produit dans le laboratoire de chimie pour qu'il puisse être ensuite industrialisé. Et ça a l'avantage de ne chercher que sur les produits qui ont un intérêt agricole et agronomique. Alors, revenons sur le produit, parce qu'on comprend que l'usage des phytostérols permet à la plante de fermer ses stomates, mais quel est l'intérêt? Alors, en fait, sur les premières cultures sur lesquelles nous avons travaillé, qui est le maïs et le soja, on a une partie de la consommation d'eau de ces plantes qui est là pour surtout refroidir la plante et pas faire de la matière, de la biomasse. Et donc c'est de l'évaporation qui est un petit peu de confort pour réguler sa température. Comme nous, on transpire pour réguler notre température. Et donc on vient économiser l'eau qui n'est pas destinée à faire de la biomasse. Donc on ne modifie pas la création de biomasse journalière, mais par contre on vient réduire cette part de sécurité que se donne la plante, et on réduit à peu près de 20%. Ça c'est valable sur le maïs et le soja. Sur d'autres espèces, beaucoup plus optimisées par rapport au stress hydrique, comme le millet ou le tournesol, on ne va pas venir fermer les stomates. La plante est déjà très adaptée par rapport à cela, et on vient plutôt chercher la stimulation de la croissance racinaire. Et donc en Ukraine, on est autorisé également sur tournesol, et on voit qu'on a, à mon sens, encore du travail à conduire en France pour encore plus travailler sur ce renforcement de la croissance racinaire, où c'est clairement le phytostérol, le stigmastérol qui est responsable de la croissance racinaire du tournesol. Mais pour qu'on comprenne bien, le principe c'est quoi? C'est quasiment un vaccin qui apprend à la plante à se préserver? En fait, là, effectivement, la réaction que l'on crée, c'est en anticipation du stress. Donc on va venir diminuer la consommation d'eau. Et pour que ça marche, il y a deux cas de figure en fait où ça ne marche pas. Vous allez vite comprendre. Si le verre d'eau est tout le temps rempli, y compris du témoin qui consomme beaucoup d'eau, s'il pleut tout le temps ou si vous irriguez en grande quantité, le produit n'a absolument aucun intérêt. Si, à contrario, le verre est vide au moment où vous le mettez, il n'y a aucune économie d'eau à faire. Donc si la réserve utile du sol est vide au moment où vous mettez le produit, il n'a aucun intérêt non plus. Donc il faut qu'il pleuve régulièrement. Et donc à l'image du vaccin, c'est en anticipation de la crise, qui est le manque d'eau,
qu'il faut absolument que le produit ait été appliqué quand il y a encore de l'eau dans le sol, sinon il ne présente pas d'intérêt, et moi j'ai aucun intérêt surtout à ce que les agriculteurs l'achètent s'il n'a pas de rentabilité pour eux. Donc on est bien sur le principe d'un biostimulant, comme en parlait Bruno Reinhofer. Alors en France, ce qu'on appelle biostimulant, ce sont les produits qui agissent sur les stress abiotiques. Donc le stress hydrique, le stress salin, le stress thermique, ça ce sont des biostimulants. A contrario, les produits qui vont agir sur les maladies, sur le vivant, donc les stress biotiques, sont dans les biocontrôles. C'est des mots qui ont un lien réglementaire. Au Brésil, c'est un petit peu différent. Là, on vient chercher de la stimulation de la plante et c'est plutôt sur l'effet que l'on a. Ce n'est pas par rapport au stress, c'est l'effet que l'on a. Et donc, l'homologation que l'on recherche au Brésil, c'est ce qu'ils appellent biofertilisers, donc les fertilisants dans lesquels il y a les biostimulants qui sont d'origine biologique. Alors, vous utilisez le phytostérol. Déjà, comment vous faites pour le produire, ce phytostérol? Alors, les phytostérols, ils sont présents dans toutes les plantes. Donc, ce qui nous a intéressé, c'est quelles étaient les plantes qui étaient utilisées pour extraire les phytostérols dans d'autres usages, que ce soit la cosmétique ou que ce soit l'alimentation humaine, parce que les phytostérols sont utilisés dans l'alimentation humaine notamment pour éviter que le cholestérol se colle contre les artères. Et donc, on a été chercher là où c'était déjà produit. Et donc, c'est les graines oléagineuses qui, au moment de la désodorisation, donc la phase où vous raffinez l'huile, les phytostérols sont extraits. Et donc, c'est là qu'on vient les chercher. Donc, c'est un sous-produit du raffinage des huiles issues de graines oléagineuses. Donc, soja, tournesol, colza, et on est en train de regarder également sur l'huile de maïs. Bon, alors, si je veux être un petit peu provoque, on pourrait imaginer que ça pourrait paraître un peu comme de la poudre de perlimpinpin, mais je sais que vous avez un parcours scientifique, donc comment, on va d'ailleurs voir une petite image, une petite séquence vidéo, comment est-ce que vous mesurez réellement l'efficacité du procédé? Alors, ce terme de poudre de perlimpinpin, je le connais bien parce que c'est moi-même ce que j'utilise pour parler des biostimulants avant de rencontrer cette aventure-là. Donc, honnêtement, j'étais pas hyper convaincu et je suis un peu dans la même situation que notre ami agriculteur brésilien, où j'avais besoin de voir sur mon exploitation ce que ça donnait avant de m'engager dans cette aventure. Et oui, j'ai perdu votre question, mais en tout cas... Alors comment est-ce que vous avez fait et comment est-ce que vous faites pour mesurer l'efficacité et comment est-ce qu'elle se mesure, cette efficacité? Alors il y a plusieurs types de mesures. Déjà, je voulais être certain qu'on avait des économies d'eau et dans quelles conditions on avait des économies d'eau. Donc on utilise des sondes capacitives en les répétant pour être certain des résultats. Et on regarde la consommation d'eau dans le sol des plantes. Et on observe s'il y a une différence de consommation d'eau. De la même manière, en les mettant assez profondément, les sondes, on arrive à voir s'il y a une croissance racinaire, si on vient chercher de l'eau plus profondément. Donc ça, c'est pendant le cycle, on a cette première observation par les sondes. Deuxième observation, c'est l'observation visuelle. En général, ça me parle très bien aux agriculteurs. Donc on a des effets... On a peut-être, je crois, la séquence vidéo où on voit le avec et sans. Donc on a un effet stay green sur le maïs, où donc le maïs va rester vert plus longtemps, parce qu'il aura économisé l'eau et il va rentrer en dessiccation plus tardivement, notamment au niveau des feuilles du bas. Le maïs, lorsqu'il est en stress hydrique, c'est les feuilles du bas qui fait sécher, à ne pas confondre avec le stress thermique, où c'est les feuilles du haut qui sèchent en premier. Et donc ça, c'est visuel et on l'observe. Et enfin, le dernier, le maître, c'est le rendement. Donc nous, on utilise deux méthodes. C'est soit on est en micro-parcelle, et bon, évidemment, c'est le rendement de la micro-parcelle, soit dans tous les essais qu'on fait sur la ferme, c'est en grande bande, donc par l'agriculture de précision, on a des cartographies de rendement assez précises que l'on corrèle avec des cartes de résistivité pour, à même réserve utile, pouvoir comparer les rendements entre le témoin et le Vesta. Et donc les vidéos que l'on montre et toutes les photos qu'il y a, c'est pas sur la ferme. Moi, je refuse de parler des performances sur la ferme. La ferme me sert plus aujourd'hui à essayer de voir les limites d'utilisation du produit, donc à plutôt avoir des échecs. Et tout ce qu'on montre et les rendements que l'on obtient, c'est sur les essais faits chez des partenaires. Alors le produit, c'est un petit peu promotion du produit, mais c'est en tout cas présentation. Le produit s'appelle Besta. Il s'applique sur quelles espèces? Donc, alors quand même l'histoire du Besta, c'est cocasse parce qu'un de mes associés a passé 20 ans aux États-Unis et au début le bêta-testostérol on l'écrivait BS
Et pour lui, BS, ça veut dire bullshit. Donc c'est pas très positif. Et donc c'est pour ça qu'on a essayé de le traduire dans nos messages best. C'était quand même plus positif que bullshit. Et donc c'est Besta vient de Bullshit, c'est connerie, hein, si on veut. Voilà, connerie. Et donc c'était Besta pour meilleure gestion de l'eau, A étant aqua. Donc voilà, c'était l'idée du produit. Donc on l'applique, nous on est autorisé en France sur maïs et soja. Au Brésil, on est autorisé sur maïs, soja également. En Ukraine, maïs, soja, tournesol. Et nos travaux de recherche de R&D sont sur le blé, globalement les céréales à paille, où on a eu une particularité sur le blé, c'est qu'on l'applique à un moment où on a encore du gel. Et donc il a fallu travailler sur l'application pour respecter la cuticule, sachant que maïs, soja, on n'a évidemment pas cette contrainte-là. Donc on l'a adapté et on travaille également sur la vigne particulièrement. Donc sur les céréales, le maïs et le soja, ça s'applique une fois au moment où la surface foliaire est suffisante pour recevoir le produit. On va voir d'ailleurs quelques images de comment il s'applique. Donc une fois et la plante est préparée pour le stress à venir. Non, je dis une application et la plante est préparée pour toute l'année à venir. Ouais. En fait, quand on met le produit, il rentre très rapidement dans la plante. Ça, c'est ce que j'avais cherché à développer, notamment pour des applications au mois de juin, où on peut avoir des conditions d'hygrométrie peu favorables. Donc j'avais cherché à ce que le produit rentre très vite. Donc au bout de 10 minutes, il y a une grosse partie qui est rentrée dans la plante. Le délai à la pluie qu'on a pu mesurer au Brésil est d'environ 1 heure. Donc on a plus de 90% du produit qui est rentré au bout d'1 heure. Et au bout de 2 heures, on a des effets de fermeture des stomates qui s'observent. Mais au bout de 7 jours, les phytostérols qu'on a rentrés sont totalement détruits. Donc la question était, quelle est la rémanence du produit? Et en fait, le message hormonal généré par cette introduction des phytostérols, lui, est constant. Donc en fait, une fois qu'on l'a appliqué une fois sur maïs, soja, définitivement, la plante a changé sa consommation d'eau jusqu'à la sénescence. A contrario, sur d'autres cultures comme la vigne, où chaque organe n'est pas très connecté avec les autres organes, c'est tout le problème du traitement systémique en fongicide sur la vigne. Vous avez peu de circulation de sève entre les organes, on est obligé de traiter à chaque nouvel organe. Et vous avez déjà beaucoup de personnes qui utilisent ce produit? Alors on a commercialisé un tout petit peu en fin d'année 2021, en fin de campagne 2021, donc au mois de mai-juin 2021, parce qu'on a eu notre autorisation de mise sur le marché en avril. Et on a fait notre première campagne de commercialisation dans une vingtaine de coopératives en 2022. Et il y a eu environ 30 000 hectares traités au cours du premier semestre 2022. Je sais que votre entreprise a été visitée au mois de juillet par Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, Bérengère Coya, secrétaire d'État chargé de l'écologie. Qu'est-ce que ça dit d'Elicit Plant aujourd'hui? Alors, évidemment, moi ce que je veux pas, c'est que ça paraisse solution miracle et que finalement on bannisse tout ce qui a été fait par ailleurs. Et donc moi ce que j'ai expliqué au ministre, c'est que ça venait en complémentarité de tout un tas d'actions dont Orch est partie prenante sur le travail du sol. C'est par ailleurs sur l'irrigation, l'optimisation de l'irrigation. Donc il y a sur le travail génétique, donc il y a un ensemble de travail qui est fait par plein d'entreprises pour essayer d'améliorer la gestion de l'eau dans le sol. Et nous, on vient en complémentarité de ça, et sans être non plus un miracle absolu. Voilà, ça n'existe pas, donc comme moi, j'y crois pas. Donc c'était un outil de plus à disposition des agriculteurs, sachant qu'on a plutôt tendance à retirer des outils de la boîte à outils des agriculteurs. Nous, on essaye d'en rajouter une pour répondre à une problématique qui, moi, est très prégnante chez moi. Très bien. Merci beaucoup, Aymeric. Je vous propose qu'on prenne peut-être déjà une première série de questions, si vous voulez réagir à la présentation de l'usage des phytostérols comme biostimulants pour réduire l'usage de l'eau. Puis après, on parlera du Brésil, si vous voulez bien. Donc, je m'avance à nouveau vers la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser à Aymeric Molin? Ah, ma mince, on a loupé, on a endormi tout le monde. Si, monsieur. Jean-Luc Didier, Haute-Marne. J'aimerais que vous répondiez à une question que je pose depuis 30 ans, pour laquelle j'ai toujours pas eu de réponse. C'est une question d'ordre général, mais comme vous travaillez énormément sur la sécheresse, je pense que vous avez la réponse. Elle est très importante pour les conséquences que ça peut avoir pour nous agriculteurs. Est-ce que sur 1 mètre carré de sol, 1 hectare ou ce qu'on veut,
il y a plus d'évaporation ou plus de transpiration? C'est très important par rapport aux questions de couverture de sol, de densité de semis, etc., etc. Si vous pouviez m'apporter cette réponse, ce serait déjà formidable. Ah bah là, Eh bien, là, je vais clairement 30 ans m'appuyer- après, ça serait un grand jour. Hein. Non, mais Émeric, vous avez... voilà, la pression J'ai- est sur vous. Je vais clairement m'appuyer sur les travaux du Sémagref. Hein. C'est très clair. Hein. Il y a beaucoup plus d'évaporation de la plante, de transpiration, que d'évaporation du sol. C'est sans commune mesure. C'est bien pourquoi l'irrigation de jour n'est pas si nuisible, contrairement à ce que on pense, enfin, le commun des mortels pense. La perte, on sait, elle est entre 5 et 10%. Donc l'évaporation directe est relativement faible dès lors qu'en plus on a un couvert végétal. Dès lors qu'on a un couvert végétal, c'est évident que c'est avant tout la transpiration. L'évaporation du sol, c'est quand il n'y a pas de couvert végétal. Oui, mais alors au final, si je prends la question par exemple de la densité de semis, pour limiter les besoins en eau, est-ce qu'il faut semer plus dru pour avoir a priori plus de transpiration ou au contraire plus clair pour, dans l'espoir de limiter cette transpiration? Sur le maïs, on voit l'évolution. On est passé de largeur de 75 cm d'écartement entre rangs à 60 cm, justement pour avoir une couverture du sol plus rapide et donc essayer de limiter la transpiration. L'autre intérêt, c'était par rapport au désherbage, bien évidemment, mais il y a un intérêt pour la gestion de l'eau. Dès qu'on a un couvert végétal, l'eau qui est perdue du sol est utilisée par la plante et non pas évaporation directe. Donc c'est pas une question de densité, mais c'est plutôt une question de rapidité de fermeture de l'interrang. C'est ça qui est hyper important. Voilà. Juste une autre question, le prix du produit. Le prix du produit. Le prix du produit, oui, ça c'est une très bonne question. Donc à la campagne 2022, il était à 40 € de l'hectare et vendu à agriculteurs. Donc évidemment, il y a la marge distributeur entre les deux, on est d'accord. Hein. Et pour la campagne suivante, il sera à 45 € l'hectare. 45 € du litre. Il a 1 litre hectare. Ça vous fait réagir ou d'autres questions? Donc sur le Besta, le produit d'Elicit Plant pour réduire l'usage de l'eau. Je sais qu'on approche de midi, hein, donc vous êtes impatient de terminer, de partir déjeuner, mais encore juste quelques minutes ensemble. Non, pas de questions, pas de... Si, je viens vers vous. Pardon. Pardon, merci. Alors je vous laisse vous présenter, nous dire d'où vous venez, s'il vous plaît. Alors bonjour, Gaël Meyer, Alsace, donc essentiellement maïsiculteur. Je voulais savoir le pourcentage de rendement que vous avez pu observer en maïs en non irrigué, donc en maïs sec, et aussi le gain sur l'humidité du grain à la récolte. Donc si effectivement le fait d'injecter 40 € permet de limiter après derrière les frais de séchage, qu'on sait que cette année vont être relativement importants avec le prix de l'énergie qui a énormément augmenté, quoi. Donc voilà. Merci. Donc les différences de rendement, je vais vous donner à la fois la moyenne, mais je la donnerai à la fin. Je vais plutôt vous donner l'écart que l'on a constaté. Donc l'écart, lorsqu'il y a une très bonne alimentation en eau, il est simple, c'est 0%. Il n'y a aucun gain. Dans le quaternaire des Landes, clairement, là où ils irriguent sans aucune limite, il n'y a aucun intérêt à l'usage du produit. Et je vais vous donner, à contrario, l'eau de borne qu'on a constaté, et pas sur la ferme, c'est SC2 Grande Culture, un prescripteur qui est au nord de la Vienne. Bon, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, même si c'est peut-être un peu loin de vos régions, qui a obtenu plus 35% de rendement sur une base de 116 quintaux. Donc il est passé de 116 à 150 quintaux. Donc moi j'appelle ça une extrême. Hein, on est clair, moi c'est pas ce que je revendique. Et donc la moyenne sur les 160 essais maïs que l'on a fait, on doit être à 9,6%, donc autour de 10% de gain en moyenne. Au Brésil, dans les essais qu'on a fait, on en est à 3 saisons d'essais au Brésil, on est autour de 10% parce qu'on a finalement des situations pédoclimatiques plus homogènes au Brésil, et donc on est toujours autour de ce 10%. On a une pointe à plus 27%, mais on est plutôt autour de 10% au Brésil, c'est plus constant les résultats qu'on a qu'en France, où on a vraiment une hétérogénéité de sol extrêmement variée. Et donc en maïs, l'essai que j'ai dit à plus 35%, c'était en sec. Hein. C'était en sec dans des très bonnes terres.
Voilà, donc dans les très bonnes terres où finalement la différence de consommation d'eau sur une réserve utile très importante va amener à beaucoup de jours de décalage de stress hydrique. Et alors l'humidité à la récolte, en fait, le fait d'appliquer le produit génère un premier effet dont je ne parle pas parce que ce n'est pas un effet recherché, c'est une conséquence. On décale la floraison d'à peu près 3 jours en précocifiant. On précocifie de 3 jours la floraison, le brunissement des soies aussi. Et du coup, à la récolte, on a observé entre 1 et 2 points d'écart. 2 points d'écart, c'est quand le maïs est bien alimenté alors que le témoin a été stressé et du coup a mal fini son cycle. Parce que des fois, mal alimenté, le maïs est plus humide parce qu'il a été mal alimenté, il finit mal son cycle. Un maïs qui finit très bien son cycle, c'est pour ça d'ailleurs qu'en général on met un dernier coup d'irrigation pour bien finir le cycle, parce qu'avec la génétique qu'on a, la dessiccation est assez rapide et donc on gagne plutôt en dessiccation de fin de cycle. Donc on est voilà, soit 0, on a des cas à 0, soit 1%, soit 2%. Mais jamais au-dessus, on n'est jamais plus humide. Très bien, merci beaucoup. D'autres questions? Monsieur, je viens jusqu'à vous. Voilà. Merci. Jean-Paul Daouz, à nouveau. En général, je pose 2 questions par jour, c'est la deuxième. Est-ce que dans ce type de considération, maïs, blé, enfin, peu importe la culture, comme on a affaire à un travail contre de l'évapotranspiration, est-ce qu'on peut parler en pourcent de gain de rendement ou est-ce qu'il faut parler en quintaux? Moi, en fait, je parlais d'eux parce qu'il y a des gens à qui ça parle plus. C'est pour ça que j'ai parlé de 116 quintaux à 150 quintaux. J'ai parlé aussi de pourcentage. Ça dépend comment on le voit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qu'il faut voir, c'est un capital que l'on a au départ quand on sème le maïs et que l'on va perdre par chaque stress. Et nous, ce que l'on vient faire, c'est essayer de limiter la perte de ce capital-là. Donc, ce n'est pas des quintaux qu'on va rajouter, c'est des quintaux qu'on n'enlève pas. Voilà, c'est comme ça qu'on le voit. Mais moi, dans les essais, je regarde plutôt les quintaux, parce que le ROI, enfin le retour sur investissement, pardon, va plutôt se calculer sur les quintaux que sur les pourcentages. Donc, c'est combien de tonnes je vends en plus par rapport au témoin, et après, je le compare au coût du produit. Et mon objectif, en tout cas, c'est que le produit ne soit vendu que dans les situations où il y a un retour sur investissement au moins de 2. C'est-à-dire que si vous ne gagnez pas 2 fois votre mise de départ, je considère qu'il ne faut pas appliquer le produit. Mon but, c'est que la valeur elle soit chez l'agriculteur, hein, c'est pas qu'elle soit ni chez le distributeur ni chez nous. Merci. Peut-être une autre question, si vous le souhaitez, de ce côté, de ce côté. Pas de questions tout de suite. Alors moi, j'en ai une, Émeric. Vous avez une filiale au Brésil. Pourquoi? Alors, on est parti sur des cultures maïs, soja, pour une raison, c'est que en anglais, ça se dit des feed et donc des food. En français, c'est le même mot, c'est nourriture, mais pour le bétail. Et donc, la façon de cultiver le maïs est plus commune à travers le monde que la façon de cultiver, par exemple, le blé ou la vigne, où la culture humaine va jouer sur le type de façon de faire, de génétique, pour faire un pain adapté à l'alimentation, à la culture du pays. Et donc, on a voulu aller sur des cultures relativement homogènes pour qu'avec peu de travaux de R&D, on puisse aller sur des grandes surfaces. Et donc, une fois qu'on a dit maïs, soja, c'est difficile de ne pas penser aux États-Unis et au Brésil. Et pourquoi on a été au Brésil avant d'aller aux États-Unis? C'est que le pays est beaucoup plus accueillant sur des innovations. Donc, on a clairement été chassé par le gouvernement brésilien qui cherchait à faire venir des solutions innovantes, parce que c'est une agriculture moderne qui peut rapidement s'adapter. On trouve le même cas de figure en Ukraine, alors qu'aux États-Unis, on est plutôt dans une agriculture conservatrice qui a du mal à évoluer très rapidement dans la Corn Belt. Et donc, cette capacité à adopter l'innovation a été un vrai levier important pour nous, même si on savait qu'on avait une langue à apprendre et une culture à apprendre, parce que la culture brésilienne n'est pas tout à fait la culture française. Et l'autre raison, c'est que l'accès à la réglementation et à la protection intellectuelle est beaucoup plus facile au Brésil qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, si on a un problème, les procès peuvent valoir excessivement cher et au départ, on n'avait pas les moyens. Voilà, donc c'est ces différentes raisons qui nous ont fait privilégier le Brésil sur les États-Unis parmi les grands producteurs de maïs et de soja. Et ça marche bien pour vous au Brésil? Alors, au Brésil, la première chose, c'est qu'on a été très bien accueillis, à la fois par les Brésiliens. Donc on a à la fois un Brésilien dans l'équipe qui travaille sur Vilhoneur, et on a donc
4 Brésiliens qui sont au Brésil. Et on a eu, c'est un pays très chaleureux. Les gens sont éminemment sympathiques. Donc ça, déjà, ça nous a facilité les choses. Et ensuite, cet attrait pour la technologie, l'innovation a fait que, globalement, on a été bien accepté. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est faire nos preuves. Et que dans les exploitations que l'on vise, on puisse apporter une solution crédible. Et donc, les 3 saisons d'essais qu'on a fait, donc 2 saisons en 2021 et une saison en 2022, ont montré des résultats qui montrent de la traction à la fois pour les distributeurs et pour les grandes fermes qu'on appelle les agro-holdings. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne à nouveau vers le public si vous avez peut-être une dernière question à poser à Aymeric Molin. Rien du côté des étudiants de BTS? Pardon, quelqu'un a parlé? Non? Ok. Bon, je crois qu'on arrive quasiment au terme de notre discussion. Quel regard, Aymeric, vous posez sur, alors c'est une question très vaste, mais sur l'agriculture dans 10 ans, alors qu'on est dans des périodes où l'eau commence vraiment à manquer, où on est quand même dans une certaine guerre de l'eau? Moi, je pense qu'effectivement, on a un défi sur maintenir notre productivité, maintenir notre capacité à produire, à la fois pour la rentabilité des exploitations, mais aussi pour l'équilibre plus géopolitique. On le voit, dès qu'il y a de la tension sur les marchés, c'est vraiment complètement dingue les conséquences que ça peut avoir sur nos économies. Donc ça permet de voir qu'il y a un vrai enjeu stratégique autour de l'agriculture, ce qui était une évidence pendant énormément d'années et qui est petit à petit, comme on vivait un peu dans l'abondance des denrées agricoles, on l'avait oublié, donc ça nous le rappelle. Or, les leviers que nous avons sont relativement faibles. On voit bien que stocker de l'eau, dans ma région, je peux vous dire que c'est une vraie complexité, voire impossible. Donc on a une vraie difficulté d'accès à la ressource à l'eau, et donc il faut qu'on trouve des solutions. La nôtre ne suffira pas. Il faut vraiment qu'il y ait un ensemble de chercheurs qui travaillent dans différentes solutions pour que ce soit combiné et apporter suffisamment de solutions qui permettent de maintenir les revenus et la production agricole, voire augmenter. Moi, je n'ai pas de mal à augmenter le revenu des agriculteurs, ça ne me dérange pas. Bon, merci pour cette conclusion, merci beaucoup. Je ne sais pas, Robert, est-ce que vous aviez peut-être une réaction, vous qui avez toujours plein de questions? Je pense qu'Aymeric, vous avez vu les maïs également dans notre région, et donc ils sont hauts comme ça. Est-ce que là, votre produit, il pouvait encore sauver un peu quelque chose, ou il y a des moments où c'est de toute façon perdu? Alors effectivement, il y a une parcelle en arrivant qui est un peu en situation délicate, mais cette année, on le rencontre dans effectivement beaucoup de régions, notamment ceux qui ont voulu faire du maïs dry, mais assez tôt et en pluvial. Et donc on fait beaucoup d'essais dessus, parce qu'on voit que Corteva, Pioneer, est très intéressé par l'association de leurs semences avec notre solution. Et donc, dans ces situations-là, si l'application était suffisamment précoce et qu'il y avait encore de l'eau dans la réserve utile, ça a un intérêt. Le problème, c'est que très rapidement, on a été en stress hydrique cette année. Et donc, comme il ne faut absolument pas appliquer le produit avant le stade 8 feuilles, comme tous les produits qui ont une action hormonale sur le maïs, 6 feuilles, on ne touche pas au maïs. Donc, ça veut dire qu'on aurait potentiellement appliquer le produit un peu tard par rapport à l'action qu'il aurait pu mener. Et si on l'a appliqué trop tard, comme on a beaucoup de situations en tournesol, en essai de tournesol cette année, appliquer trop tardivement, quand il n'y a plus d'eau dans le sol, là, il n'y a aucun effet. Donc, tout dépend de la pluviométrie que vous avez eue cette année. Et si vous avez la chance d'avoir une pluie après l'application, parce que c'est intéressant, si c'est appliqué alors qu'il n'y a plus d'eau dans le sol, mais qu'il y a une pluie juste après, c'est très bien. On économise sur le remplissage du réservoir qui a suivi. Mais cette année, on a des situations où, après application, il n'a pas tombé une goutte d'eau de tout le mois de juillet et le mois d'août. Et là, il n'apporte rien, le produit. Voilà. Donc, c'est la situation qu'on a trouvée, notamment, étonnamment, plutôt au nord de la France, plutôt qu'au sud de la France, où on a eu des orages qu'on bien arrosé. Très bien. Merci infiniment, Aymeric Molin, de nous avoir parlé de votre entreprise et de cette innovation. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci.